plus souvent, le point d'entrée des touristes à Bali est Jimbaran, réputé pour sa belle plage, ses hôtels de luxe et les restaurants de crustacés les pieds dans l'eau. Pour mieux ressentir le pays, il vaut mieux privilégier le logement chez l'habitant. Dès le portail d'entrée franchi, les différentes générations de la famille balinaise vous accueillent avec leur sourire et leur gentillesse légendaire. L'hébergement chez l'habitant présente un confort certes un peu spartiate, mais pour le moins authentique. Petit coup d'œil à la cuisine, où visiblement un repas de bienvenue se mijote. Et c'est sous le faré familial que seront partagés d'excellents petits plats. Après le repas, un autre moment de partage autour d'un café pour le moins artisanal. L'incontournable partie de cartes est l'occasion de terminer la journée dans des parties de fou rire. À quelques jours du début de la Semaine Sainte, toute la famille est déjà affairée à préparer les offrandes qui seront portées au temple du village le jour de la fête de Gemgan. Toute la journée, les femmes sont chargées de la fabrication d'offrandes composées de feuilles, de fleurs et de fibres végétales entrelacées les unes aux autres et qui seront déposées sur les autels du temple. Des plateaux de nourriture sont également confectionnés avec principalement du riz façonné en cônes et en boules.
Les hommes fabriquent des penjors, des troncs de bambou finement décorés avec des épis de maïs, des feuilles de palmier tressées, du tissu jaune ou blanc et des jeunes pousses de cocotier qu'ils placent au bord de la route et devant chaque maison. Le penjor est considéré comme une façon de remercier Dieu qui a créé l'univers et qui nous donne beaucoup de choses. Le résultat obtenu avec peu d'outils et de matériaux est vraiment impressionnant. Le jour avant Galungan, à l'aube, les hommes se retrouvent sous un phare public pour sacrifier un ou plusieurs cochons. Âmes sensibles s'abstenir. Tout d'abord, on brûle les poils du cochon égorgé et saigné. Ensuite, se pratique la découpe dans les règles de l'art. Les morceaux sont soigneusement étalés et répartis équitablement, car chaque famille qui a participé à l'achat du cochon recevra une part égale. Plus la famille est riche, moins elle devra partager le cochon. De retour à la maison, tous les membres de la famille participent à la confection de nombreux plats de fête, en particulier le hachis de viande épicée et le boudin local, que l'on dégustera en communauté au retour du temple le lendemain. Le jour de Galungan, qui célèbre la création de l'univers, la victoire du bien, Dharma, contre le mal, Adharma, est le jour le plus important de cette période sainte. Pour l'occasion, les balinais revêtent leurs costumes traditionnels, sarong, pagne et turban pour les hommes, sarong, ceinture de tissu et corsage de dentelle pour les femmes. Tout ce petit monde en tenue de prière converge d'abord vers le temple familial où, selon les balinais, les dieux descendent sur terre et les âmes des ancêtres rendent visite à leur famille. Ensuite, les familles entières se retrouvent au temple public. Tous les frères, les sœurs et les amis qui travaillent à la ville rentrent au village natal. Grande réunion familiale et villageoise, c'est la fête que tout le monde attend avec impatience. Prières, bénédictions, recueillements rythment cette matinée.
Les vastes rizières en terrasse sont sans nul doute les plus beaux paysages à contempler sur l'île des dieux. La structure montagneuse de la terre rend la culture du riz plus difficile, mais c'est quelque chose que les balinais ont résolu en construisant des rizières en terrasse, fruit de la coopération entre la nature et l'homme. Certaines terrasses ont mis des siècles à se construire. C'est dans les rizières en terrasse que l'on peut percevoir l'âme véritable de Bali. Lové au cœur terrestre de ce paradis insulaire, ces fameuses rizières formant un bel amphithéâtre naturel constituent un parfait exemple du fonctionnement des subaks balinais, ces systèmes d'irrigation et de gestion de l'eau qui sont farouchement ancrés au plus profond de la culture balinaise. Sans doute, nulle part ailleurs qu'ici, culture et agriculture ne sont si intrinsèquement liées. La culture du riz est un travail fastidieux et physiquement pénible. Tout d'abord, il faut labourer les champs, soit aux motoculteurs, soit, pour les moins riches à l'ancienne, avec un bœuf dirigé par le paysan. Une fois le terrain prêt, commence le travail pénible et physique de la plantation du riz qui nécessite d'être courbé en permanence en ayant les pieds dans l'eau tout au long du travail. Les pousses sont disposées une par une, en rangées régulières, par tous les membres de famille, quel que soit son âge, car de cette future récolte dépendra l'argent qui les fera vivre. Dès qu'une parcelle est finie, on passe à la suivante. Tout au long de la pousse, la parcelle demande de l'entretien, les herbes envahissantes étant régulièrement enlevées. La culture du riz n'est pas la seule activité des balinais. Des femmes ramassent à la main des cailloux, les chargent dans des seaux qu'elles iront vider sur un chantier de réfection de route. Il en est de même pour le sable ramassé sur la plage. Les cailloux sont soigneusement déposés sur la chaussée et les hommes s'occupent de faire fondre le goudron qu'ils étaleront ensuite. Mélange de terre et de sable noir, la fabrication des briques est tout aussi archaïque. En bord de mer, les deux principales activités sont la récolte du sel et la pêche.
La ressource principale du pays reste l'artisanat. Le talent des Indonésiens pour l'art semble inné et on trouve une diversité impressionnante de produits. Sculptures sur bois, céramique, poterie, vannerie, bijoux et à des prix défiant toute concurrence. Les temples de Bali sont d'une extraordinaire beauté et dégagent une sérénité hors du commun. La légende raconte qu'un sage se rendit un jour sur le promontoire rocheux qu'était alors Tanalot, relié à la lande par un pont naturel de pierre. Captivé par le spectacle de l'océan caressant les berges et par le ressac des vagues, l'homme aurait décidé d'y passer la nuit. Et au petit matin, en totale harmonie avec la mer étendue devant lui, il décida de bâtir le temple pour rendre hommage à cet élément de la nature. Aujourd'hui encore, les grottes creusées par les vagues au pied des falaises qui l'entourent seraient habitées par des serpents sacrés descendants des anciens protecteurs du site. Le temple de Tanalot est ainsi devenu l'un des 7 temples de la mer qui bordent l'île de Bali. Situé sur la pente du mont sacré Agung, Pura Besakih, temple mère, est le plus grand et le plus sacré des temples de Bali. C'est un grand complexe comprenant plus de 96 temples individuels. Le temple de Besakih représente un véritable centre culturel pour Bali. En fonction du calendrier local, il accueille chaque année plus de 70 cérémonies religieuses importantes. Il se révèle être la seule institution du genre qui permet à toutes les castes de venir y recevoir des bénédictions ou d'y déposer des offrandes.
Pura Ulundau Badur est un complexe de 9 temples comprenant au total 285 sanctuaires dédiés aux dieux de la montagne, de l'eau, de l'agriculture ou encore de l'artisanat. Si le temple était à l'origine situé près du lac et de l'actuel temple Purajati, il fut détruit lors de l'éruption de 1926 et reconstruit plus loin pour lui éviter d'éventuels autres malheurs. À son ancienne place a été laissé un tout petit temple pour permettre tous les 10 ans de faire des offrandes nécessaires à la déesse du lac. Depuis 2005, les combats de coqs ne peuvent de par la loi qu'avoir lieu lors de certaines importantes festivités religieuses, et cela encore de manière très contrôlée. Mais dans les montagnes, les balinais les plus traditionnels résistent, et il arrive souvent que l'on tombe sur un combat de coqs illicite. Les balinais consacrent une partie de leur temps assis dans leur maison à cajoler leurs coqs. Mais les apparences peuvent s'avérer trompeuses. Autour et dans l'arène de combat, dans la chaleur, la poussière et l'odeur du sang, au milieu des cris et des gesticulations, dans tout ce désordre apparent se joue beaucoup d'argent. À partir du moment où un coup décisif semble avoir été porté par un des coqs, son manipulateur le saisit aussitôt pour lui éviter un coup en retour. Sans quoi, le match finirait dans une entretuerie où les 2 coqs s'étriperaient dans un corps à corps final. Goalawa, la grotte des chauves-souris, est un temple vieux de plus de 1000 ans qui joue un rôle important dans les rituels en lien avec la vie après la mort. Le nom de la grotte décrit très bien l'atmosphère dantesque que l'on retrouve à l'intérieur du temple. Une fois la porte principale franchie, on peut déjà entendre ce bruit désagréable qui semble tout droit sorti d'un film d'horreur. En entrant dans la grotte, une masse noire composée de dizaines de milliers de chauves-souris attend les visiteurs. Cela fait froid dans le dos. Le temple Lempoyang est l'un des 9 temples directionnels de Bali. Il est responsable de l'Est et représente le blanc. Surnommé les portes du paradis par les habitants locaux, ce lieu saint offre des vues panoramiques sur le mont Agung, le plus haut volcan de Bali. Ce temple surplombe la majorité des temples hindous de Bali, puisqu'il se situe à 1175 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il est composé de 7 temples. Le dernier temple se trouve au sommet. Il faut compter 4 heures pour le rejoindre et gravir 1700 marches dans la nature. Tous les balinais hindous se doivent d'accomplir une fois dans leur vie un pèlerinage au temple Lempoyang. On croit qu'un pèlerin au cœur lourd ne réussira pas à arriver jusqu'au sommet,
Il ne faut donc pas se plaindre durant l'ascension, car cela enlève son aspect spirituel. Enterrés sous une épaisse végétation, les bas-reliefs expressifs de Yepulu se dressent sur 25 mètres de long. Sculptés au XIVe siècle à même la falaise près d'un puits sacré, les scènes représentent la vie quotidienne, l'activité de la chasse, mais le sens réel de cette œuvre reste indéterminé. Depuis sa découverte en 1925, les bas-reliefs ont malheureusement souffert de l'érosion. Dans les environs d'Ubud, Gunung Kawi est un temple exceptionnel avec un sanctuaire creusé directement dans la falaise. Les Balinais l'appellent la montagne des ancêtres. Datant du XIe siècle, ce sont 10 sanctuaires, nommés Chandi, importants lieux de culte d'influence hindou-bouddhique, érigés entre le 5e et le 15e siècle de notre ère. Un bassin de purification creusé par l'homme comprend 13 fontaines qui portent tout un nom. Les 2 dernières sont réservées aux fidèles ayant eu un décès dans leur famille. Sur les 11 premières, chacun prie et passe sa tête sous l'eau des fontaines pour se laver des pensées impures et chasser ses démons internes. Les Balinais essayent de s'y rendre au moins une fois par an pour se purifier et profiter des vertus guérissantes de l'eau sacrée. On parle du temple de Klung Klung, mais il s'agit en réalité des restes d'un palais royal, et plus précisément du palais de justice. Ce palais était le théâtre de la lutte contre les colons. Il est bâti sur une jolie pièce d'eau et comporte plusieurs bâtiments. Il faut prendre le temps d'admirer les sculptures du plafond du bâtiment central et les peintures du bâtiment à gauche de l'entrée, véritables bandes dessinées pleines d'informations sur la religion hindouiste. Tamanunjung, ou Palais d'eau, est situé près du village de Seraya, à l'ouest de Bali. Le complexe se compose de plusieurs grandes piscines et de structures historiques situées en toile de fond du mont Agung. Le Puri Tamanunjung a été majestueusement construit en 1919 pour le plaisir du roi et de sa famille. Il servait aussi à accueillir les rois des pays voisins ainsi que de riches marchands. Il existe 3 grands étangs à l'intérieur du complexe. Les bâtiments sont construits sur l'eau et accessibles par de longs ponts en pierre ornés de sculptures.
Un séjour sur l'île des dieux ne serait pas complet sans la fameuse danse du Barong, qui fait en quelque sorte partie de l'identité culturelle de Bali. La danse du Barong, qui veut dire géant, ou encore appelée danse du Christ, est l'une des plus connues de Bali, narrant le combat entre le bien et le mal. Les Balinais pensent que le bien et le mal coexistent depuis la nuit des temps et que l'affrontement de ces deux forces ne connaît aucune fin. À la fin de la chorégraphie, il n'y aura donc ni vainqueur ni vaincu. Le Barong représente avant tout les forces positives. Il est considéré comme le seigneur de la forêt et comme le roi des esprits. Il a une barbe fleurie de longs poils. Il ressemble un peu à un lion ou à un chien en fait. Pour le faire danser, il faut deux personnes, un à l'avant et une autre à l'arrière. Cela demande donc beaucoup de coordination. L'un prend place à sa tête et fait claquer ses mâchoires, et l'autre fait bouger son corps et sa longue queue. Le Barong est le protecteur magique des villages balinais. Il est l'adversaire de la sorcière et veuve Rangda, qui contrôle les mauvais esprits. Accueillante, surprenante, envoûtante, Bali est une destination de rêve qui n'a pas fini de séduire ses visiteurs, ou pas. En effet, certains quittent Bali déçus, désenchantés par les dérives que l'afflux des voyageurs engendre. Plage bling-bling, rues bondées, attrape touristes. Les uns affirment que l'île a perdu son âme, d'autres qu'il faut carrément la fuir. La solution pour apprécier un voyage à Bali est à la portée de tout le monde. Il suffit de s'écarter du troupeau des touristes. Non seulement il devient possible de respirer l'authenticité de l'île, mais il est même impossible de la rater. Le ressenti, cela ne s'explique pas. À chacun son avis, à chacun son expérience. Pour la rencontre avec les habitants, ça n'a été que bonheur et gentillesse.